C'est la fin de semaine, nous sommes vendredi et toujours d'attaque pour parler des sujets d'ici et d'ailleurs qui intéressent en tout cas la vie politique ivoirienne et aussi d'autres cieux. Merci d'être avec nous. C'est le grand talk. Herman Aboua est là ce soir. Bonsoir Herman. Oui, je suis là et je suis très bien content parce que tu es dans le vert majestueux des Aiglons. Tout à fait. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, le vert des Aiglons et de la forêt du Bankou. Nous ne réagirons pas à cette énième provocation. Maryse Komoué, bonsoir, merci d'être là. Merci Christelle, bonsoir à tous. Daouda, l'anniversaire d'hier, comme on le dit en Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir à tous et surtout, merci à chacun de vous et à chacune de vous pour vos messages, vos attentions. Ça m'a véritablement touché. On sait, tu pleures vite. Joyeux anniversaire. Merci encore une fois. beaucoup, messieurs. Notre plateau est 7. On démarre maintenant. Avec le contenu local, il est attendu que les activités pétrolières et gazières apportent aux Ivoiriens plus d'emplois, un meilleur positionnement de nationaux dans les organigrammes des entreprises, plus de parts de marché pour les entreprises ivoiriennes, un renforcement des compétences des travailleurs ivoiriens à travers des formations qui leur sont destinées, un renforcement des capacités des instituts de formation ivoiriens à travers des accords de partenariat, dont ils bénéficieront, un renforcement des capacités des entreprises ivoiriennes à travers les marchés prioritairement et des accords de partenariat dont elles bénéficieront. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua, qui ce matin parlait donc du contenu local avec ce site internet lancé à l'effet de mieux expliquer aux populations ivoiriennes et aux amis de la Côte d'Ivoire qui vivent sur ce territoire ce que c'est que ce contenu local sur la base de cette loi qui a été prise le 13 juin 2022. Messieurs, le plateau, donc, le sujet est planté. Vos réactions, Herman Aboua, on commence par vous. Bon, d'abord, il faut déjà saluer l'initiative de cette loi sur le contenu local et les efforts du gouvernement, justement, pour, surtout dans les détails qu'on a vus dans le décret qui organise cette loi, les détails qui vont même jusqu'à tenir compte de tous les éléments de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Voilà. Donc, jusqu'au poste même, on a vu que même à des postes qui sont prévus, ou des postes ou bien à des postes qui sont prévus dans l'organigramme, il faut des positions uniquement pour les Ivoiriens, pour les entreprises de droits ivoiriens, et aussi pour les étrangers qui doivent le faire aussi avec les Ivoiriens. Une ou plusieurs entreprises. On parlait hier justement de la préférence nationale. Je pense qu'au-delà de cette loi qui est venue peut-être organiser le secteur gazier et minier en termes de positionnement du contenu local, il faut l'étendre à tous les secteurs d'activité. Moi, je pense au niveau de l'agriculture, au niveau des commerces et autres, cette préférence nationale, puisqu'on y est presque arrivé, ce contenu local, là, le contenu local, il faut le faire parce pourquoi que ça règle un problème. Vous savez, hier, on parlait de 2% de chômage. Mais nous tous, on sait que c'est virtuel, puisque 9 sur 10 Ivoiriens qui ont, enfin, des gens qui ont un emploi, c'est dans le secteur informel. Or, aujourd'hui, c'est un secteur avec, en plein essor, avec le dernier gisement qui a été trouvé. Et on parle même d'un gisement de coltan, de colbo-tantalite, Haïtia. Tout c'est le secteur minier, gazier, pétrolier, c'est un secteur vraiment en plein essor. Il faut que les compétences qu'on a, les expertises des Ivoiriens soient positionnées. Donc, après cela, il faut voir aussi, on a fini le cadre réglementaire, il faut voir aussi le cadre opérationnel, comment est-ce que ça va se faire. Très bien. Barry, votre point de vue sur ce sujet-là? Écoutez, Christelle, c'est une mesure salutaire que le gouvernement a prise. Voilà, parce que, comme on le dit toujours, l'émergence des champions nationaux va garantir à la Côte d'Ivoire le statut de pays émergent et de pays développé. Donc, on ne peut atteindre ce niveau-là sans naturellement avoir des champions locaux. Vous pensez que ce contenu-là favorise l'émergence de... Naturellement, ce sont les fondements. Il a parlé tout à l'heure du cadre réglementaire et du cadre opérationnel. Je pense qu'on est là dans un cadre réglementaire. Il y a tout l'arsenal juridique et l'appui institutionnel qui sont
mise en place. Maintenant, il va falloir passer à l'opérationnalisation. Et je pense que sur le long terme, si c'est bien exécuté, cette politique publique-là est bien exécutée, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de grands champions nationaux parce que tous les pays qui aspirent à l'émergence, quand vous prenez la Chine, vous avez Huawei, vous avez beaucoup d'autres grandes entreprises qui sont typiquement chinoises. Vous partez en Inde, ce sont les 2 grandes puissances émergentes. Et vous avez Tata et beaucoup d'autres entreprises. Et à la Corée du Sud avec Samsung, je pense que c'est par là qu'ils ont commencé. Vous avez d'abord l'arsenal juridique qui accompagne la politique publique. Ensuite, vous avez le cadre institutionnel qui est et l'implémentation ensuite. Et maintenant, il y a l'opérationnalisation. Et c'est l'opérationnalisation qui est la phase finale. Et j'espère, j'ai bonne foi que cette politique publique-là sera plus que profitable à l'État de Côte d'Ivoire. Merci Barry. Marius Komowé, justement, sur cette loi, elle a fait une catégorisation de certains secteurs ou de certaines faveurs, j'allais dire, peut-être que le mot n'est pas juste, vous me diriez, qui sont réservées donc aux entreprises ivoiriennes. Par exemple, la catégorie A de cette loi nous dit les activités exclusivement réalisées par les entreprises ivoiriennes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne seront pas gérées par des entreprises étrangères. La catégorie B1, la sous-catégorie B1 nous dit voici les activités qui peuvent être réalisées par des entreprises de droit ivoirien. Et la sous-catégorie B2 regroupe les activités qui peuvent être réalisées par toute entreprise en partenariat, à condition d'avoir un partenariat avec une ou plusieurs entreprises ivoiriennes. Herman a dit un terme qui est quand même évocateur. Il dit ce contenu local-là fait place maintenant à la préférence locale, à la préférence de l'ivoirien. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci, Marius Komowé? Alors, il faut dire que hier, c'était le grand oral du ministre Sangafoua Coulibaly Mamadou qui, à l'esplanade du palais de l'Hôtel Ivoire, expliquait à l'ensemble de son auditoire ce que l'État de Côte d'Ivoire entendait par la mise en œuvre d'une loi du contenu local dans le secteur, dans les activités pétrolières et gazières. Vous l'avez dit, désormais, dans ce secteur d'activité, la préférence pour l'attribution des marchés dans le cadre des biens et services sera accordée purement et simplement aux entreprises locales, aux entreprises ivoiriennes, au niveau, par exemple, vous l'avez dit, de la catégorie A, c'est-à-dire donc en matière de prestations des services, en matière de distribution du pétrole et du gaz, en matière de stockage et de commercialisation. La priorité sera donnée aux entreprises ivoiriennes. C'est tout ce que nous demandons à nos gouvernants. On ne peut pas faire le bonheur des autres en lieu et place de nos propres expertises. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, 60 ans après, mérite quand même de plus en plus que nous accordons un tant soit peu, sinon nous accordons plus d'égards aux entreprises, aux expertises locales. Et à la matière, je pense que le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Énergie a mis le pied dans le plat, encourageant, et c'est une initiative encourageante, salutaire, que nous applaudissons de tous nos voeux. Daouda, comment est-ce que vous réagissez à ce sujet-là? Est-ce que cela appelle la préférence locale? Et justement, est-ce que cette préférence locale-là ne pourrait pas être vue par certains d'attention, on veut nous écarter, on veut favoriser les Ivoiriens? Parce qu'on a déjà connu ce discours-là. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Lorsque j'ai vu cette loi, on parle justement de la loi numéro 2022-408 du 13 juin 2022, tout à fait. Qu'on a fait ça relative au contenu local, je me dis, la Côte d'Ivoire a mûri. La Côte d'Ivoire a mûri. La Côte d'Ivoire a grandi, la Côte d'Ivoire est devenue plus responsable. Et ça me permet de convoquer l'histoire, parce que pour ceux qui se rappellent, le père fondateur de la nation, Houphouët-Boigny, avait dit à son temps, aujourd'hui avec les Occidentaux et autres qui venaient sur nos terres, avec qui on discutait, on n'avait pas trop notre mot à dire. Et il a dit, aujourd'hui, nous, on accepte pratiquement tout de vous. Mais un jour viendra, nos enfants ou les enfants de nos enfants discuteront d'égal à égal avec vous. Quand je vois cette loi, les enfants de Houphouët-Boigny et les petits-enfants de Houphouët-Boigny discutent d'égal à égal avec les Occidentaux. C'est de ça, chaque chose a son temps, chaque chose a son moment. Parce que lorsque le gisement Baleine et Kalao ont été découverts, je pense très bien que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministre Sangafoua, a véritablement discuté, de sorte qu'aujourd'hui, que ce soit les entreprises ivoiriennes qui soient en front line,
première chose, vous vous rappelez qu'il y a une école de mine à Mans, tout à fait, où ces élèves-là ont la priorité dans les emplois au niveau de ces gisements pétroliers-là. Même les étudiants de l'INP, PHB sont dans le back-office. Il faut même ajouter l'UFSTRM. Voilà. C'est pour dire Il était temps qu'on arrive à cela. Il était temps qu'on arrive à cela, mais il est important, comme pour citer un autre politicien, un contemporain, M. Laurent Gbagbo, qui disait « Allons-y doucement, car nous sommes pressés ». On y est allé doucement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire discute d'égal à égal avec la compagnie Eni pour avoir de bonnes parties dans le gisement pétrolier Baleine et Kalao. Mais ça aurait été 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, ou bien 40 ans en arrière. Comment aurait été-il perçu? Aurait été perçu aujourd'hui. Non, c'est de l'impérialisme. C'est du ceci, mais c'est parce que le père fondateur de la nation a pris son temps pour envoyer ses enfants à l'école, aller apprendre, revenir. Aujourd'hui, on a de gros cadres, grands cadres qui aujourd'hui peuvent discuter et avoir des contrats miniers juteux pour nous les Ivoiriens. Et je pense que le représentant des consommateurs, il n'y a pas quelqu'un plus heureux que toi aujourd'hui. Oui, vous avez dit. Très bien. Je m'arrête là. Vous l'avez dit. Herman Aboua voudrait donc renchérir sur un propos où... Oui, ben, en fait, c'est vrai, il y a lieu, c'est vraiment un grand pas. C'est vraiment un grand pas dans ce qu'on dit là, dans la promotion, dans le positionnement de l'expertise ivoirienne, du contenu local. Mais il ne faudrait pas seulement se réjouir et puis penser que tout est parfait. Il y a aussi la question au niveau même de la part de l'État dans le contrat que nous cédons à ceux qui viennent exploiter ces gisements-là. Je ne crois pas qu'on soit aujourd'hui à part égale avec ces entreprises-là. Donc, il faut regarder bien cela. À côté de cela, je suggère même que, au-delà des compétences et des expertises dont on fait aujourd'hui la promotion, l'on s'assure que les Ivoiriens ou même les entreprises ivoiriennes aient accès aux capitaux pour soit créer ces entreprises-là de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière et même ou développer leurs activités pour ne pas qu'il y ait une concurrence déloyale entre ces Ivoiriens et leurs entreprises avec parce que l'exploitation, si on peut faire l'exploration aujourd'hui et on peut faire aussi l'exploitation. Très bien. Et ça va nous revenir ici en Côte d'Ivoire. Pour meilleure compréhension, messieurs, je vous demande de suivre cet élément. Regardez. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, a procédé au lancement officiel d'outils de vulgarisation de la plateforme numérique dédiée au contenu local dans les activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire, dans le cadre des activités du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ce jeudi 30 mai 2024 à Abidjan. La première étape majeure de cette politique du contenu local a été l'adoption et la publication en juin 2022 de la loi relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières de la Côte d'Ivoire. La deuxième étape a été la signature et la publication en mai 2023 du décret portant modalités d'application de la loi relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Cet outil moderne, à l'ère digitale, vise à faciliter pour les acteurs la mise en œuvre et le suivi du contenu local dans les activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire. La plateforme numérique, objet de la présente cérémonie, permettra notamment de dématérialiser toutes les procédures de demande ou de renouvellement d'agrément, de publier les appels à candidature et les appels d'offres, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de contenu local dans les activités pétrolières et gazières dans notre pays. Le contenu local, comme je le disais, ce n'est pas un concept simple, c'est un engagement. Un engagement d'abord de nos autorités qui va se traduire après par une réaction de nous, entreprises, en fournissant des services de qualité. C'est une occasion vraiment qui va élever la production, je veux dire, l'exploitation de pétrole, de gaz ici en Côte d'Ivoire. Et j'encourage vraiment le gouvernement, cette initiative est formidable. Selon les organisateurs experts, cette cérémonie de lancement officiel est une étape majeure sur le chemin de l'implémentation du contenu local dans le secteur des hydrocarbures en Côte d'Ivoire.
Étape majeure pour l'implémentation de ce contenu local-là dans ces secteurs miniers et gaziers. Et le ministre a parlé donc de cette plateforme importante, le www.contenulocal.dgh.energie.gouv.si, à l'effet d'avoir toutes les informations nécessaires pour ceux, évidemment, qui aimeraient investir, les Ivoiriens, pour leur propre compréhension. C'est très important de s'approcher de cette plateforme-là. Marius Komoé, tout à l'heure, vous avez été pris à témoin, vous avez été appelé par Daouda qui disait, en tant que président des consommateurs, vous devez être un homme heureux parce que là, la politique fait en sorte que les Ivoiriens soient favorisés. Un exemple, je rappelle pour dire que le ministre a dit, attention, il faut un meilleur positionnement des nationaux dans les organigrammes des entreprises, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, il l'a dit parce que nous l'avons soutenu dans la mesure où cette initiative du gouvernement, si elle venait à être mise véritablement en œuvre, permettra à n'en point douter de réduire un tant soit peu les charges liées justement aux prestations des services, parce que c'est tout ça qui constitue le coût du produit final. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le carburant, il est cher. C'est vrai que le prix du carburant est aligné sur le coût du pétrole, du baril du pétrole sur le marché mondial, mais il y a d'autres frais qui rentrent en ligne de compte. Or, si nous confions justement la charge de la production, du stockage, de la distribution aux expertises locales, cela aura une incidence. Ça va agir sur le coût. Ça va agir sur le coût. Et c'est l'Ivoirien, lambda, au final, c'est-à-dire l'usager des services publics du carburant, des hydrocarbures, qui en bénéficiera. C'est d'ailleurs le lieu pour nous de saluer la Direction générale des hydrocarbures qui pilote justement cette initiative étatique. N'est-ce pas? Alors Daouda, je reviens sur un point. À un certain moment donné de notre histoire, vous l'avez convoqué, on va la rappeler, certaines initiatives qui favorisaient l'Ivoirien étaient quand même mal perçues de certains partenaires ou de certains amis de la Côte d'Ivoire ou de certains pays. Comment faire justement dans le développement de ce contenu local-là, faire en sorte qu'ils comprennent qu'il faut que cette Côte d'Ivoire se développe, comme Barry le disait, avec les champions nationaux, mais que ça ne froisse pas, évidemment, nos relations diplomatiques avec certains pays. Est-ce que vous comprenez ce point? Depuis très longtemps, il faut dire, je n'ai jamais eu de complexe à faire la promotion de la préférence nationale. J'ai vraiment dit l'Ivoirien d'abord, j'ai aucun complexe. Pourquoi parler de complexe? Non, mais parce que depuis certaines années, les Ivoiriens ont été beaucoup complexés par cette préférence nationale-là. Je peux comprendre pourquoi. Parce que quand on regarde certains vocables qui ont été utilisés depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, le vocable a été galvaudé. Au fil des années, politiquement, les gens... Quel vocable? Non, par exemple, la question de l'ivoirité, que Henri Konan Bédié essayait de mettre en paix à son âme en œuvre et autres. Finalement, le vocable a été tellement galvaudé, la politique politicienne s'y est immixée, donc finalement, ça a été compris d'une autre manière. Mais aujourd'hui, pour nous autres qui avons la chance de partir dans d'autres pays, mais quand il y a des pays, quand tu vas pour investir dans ces pays-là, il faut que tu t'associes avec un local pour avoir l'entreprise. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ouvre ses portes à tout le monde. Mais protéger ses enfants, ce n'est pas un crime. Moi, je n'ai aucun complexe à le dire. Je suis pour la préférence et la protection des intérêts au niveau local. Je n'ai pas de problème à ça. Barry, ensuite, Herman. Moi, je pense que déjà, quand le président Ouattara arrive au pouvoir en 2010-2011, je pense qu'il fixe une vision, c'est celle de la Côte d'Ivoire émergente. Et dans le contenu de la Côte d'Ivoire émergente, là, il y a tous ces paramètres-là qui étaient pris en compte. Je vous rappelle que, par exemple, pour le barrage de Soubré, il y a quand même des élèves ingénieurs de l'INPHB qui avaient été pris dans le cadre du projet. Tout ça, c'est pour avoir une ressource humaine qualifiée. Parce que vous avez beau faire des cadres juridiques, des cadres institutionnels, mais si vous n'avez pas le personnel vous serez obligé d'aller chercher. Donc, pour ça aussi, il faut aussi noter... on parle de contenu local, mais il faut solliciter des experts ivoiriens en stratégie d'intelligence économique. Parce que vous savez que les pays pétroliers en Afrique, il y en a beaucoup. Et c'est des domaines où il y a beaucoup d'espionnage et de contre-espionnage. Tout à fait. Donc, il faut essayer de trouver pas seulement les spécialistes des gaz et tout, il y a des grands spécialistes de stratégie et d'intelligence économique qui vont permettre à l'État de trouver des cadres bien définis sur comment protéger le produit ivoirien lui-même, comment le commercialiser, comment se mettre à l'abri
des espionnages, parce que ça existe. C'est vrai que souvent, on a tendance à voir ça dans les films, mais même au sens le plus élémentaire, il y a de l'espionnage. On prend le cacao, la Côte d'Ivoire est premier pays exportateur, le Ghana est deuxième. Il y a le Cameroun, il y a d'autres pays. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de... récemment, on parlait du moins du prix du cacao et tout. Et on va chuter voilà. là-dessus. Donc, il y a toute une stratégie d'intelligence économique à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là sur le long terme. Et cette intelligence-là, on peut la trouver en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, il y en a plein. Non, bien sûr. Herman ? Sur la capacité de la Côte d'Ivoire à trouver des personnes des expertises. Donc, il a parlé de l'INHPB, il y a aujourd'hui... Il y a de la ressource. Il forme, et je crois le groupe locaux formait déjà des techniciens dans le domaine. À l'UFR, Sciences de la Terre et des ressources minières, il y a des masters qui sont aujourd'hui plus ou moins professionnels, où des étudiants sortent. Il y a quand même quelque chose à faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand on a suivi les interventions, cette préférence nationale-là, la loi a été prise seulement dans le cadre de l'industrie gazière et pétrolière, qui est porteur. Mais il y a d'autres segments de l'industrie. Vous avez dit qu'il faut l'étendre. Économique en Côte d'Ivoire. Oui, il faut l'étendre. Il faut trouver la loi même pour les grands travaux. Pour que la préférence nationale, on ressente ça dans les grands travaux, ça va permettre à ce que nos jeunes, vous parlez des champions, mais c'est des gens qui sont formés, pas forcément c'est pas forcément des champions, mais déjà qu'ils aient quelque chose à faire. Je dis que ça régule la question du chômage, qui ne sera plus ainsi un problème, un poids pour le gouvernement. Voilà les solutions qui sont là. Marius, on termine avec vous en une minute. Totalement raison, Bali l'a souligné également, mais la préférence locale dans le secteur des industries pétrolières et gazières, ce n'est pas nouveau. Dans la sous-région et même ailleurs, en Angola, c'est le cas, même au Nigeria, sinon il n'y aurait pas de Aliko Dangote. Vous prenez au Sénégal, ils sont bien dans le contenu local au niveau pétrolier et gazier. Vous êtes au Ghana, c'est le même scénario. Au Libéria, en Sierra Leone, les téléspectateurs peuvent faire des recherches. Donc la Côte d'Ivoire a mis du temps, certes, à se décider, mais aujourd'hui, d'ailleurs, la mise en œuvre d'une telle initiative va renforcer notre PIB. Va assurer de l'emploi, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut le dire de façon claire et distincte, il faut que l'État continue sur cette lancée en diversifiant nos capacités dans tous les domaines, en créant justement cette loi, en étendant cette loi dans tous les secteurs d'activité en termes de contenu local et de préservation de nos acquis. Merci infiniment, Marius. Et je pense que tout à l'heure, Daouda, dans ses propos, l'a cité, il a parlé de feu le président Henri Konan Bédié. Évidemment, nous revenons donc aux obsèques. Vous vous rappelez, c'est demain, c'est le 2 juin, qu'il sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale. Le président du COJEP n'a pas voulu rester en marge. Il a fait donc un témoignage qui touche. Écoutez. Quand j'étais à La Haye, où j'étais en prison, l'homme politique en Côte d'Ivoire qui m'a le plus assisté m'a témoigné solidarité africaine, c'était le président Henri Konan Bédié. Il m'a envoyé 2 délégations de haut niveau pour m'assister, pour prendre de mes nouvelles. Au moins une fois par mois, mon téléphone sonnait. Et c'était la voix du président Henri Konan Bédié. Mon fils, comment tu vas? Tiens bon, ton pays t'attend. Voici ce qu'il me disait à chaque fois. Et ça me redonnait beaucoup d'espoir. Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, en novembre 2022, j'ai été reçu à Daoukro par le président Henri Konan Bédié. Il m'a reçu à déjeuner. Il m'a reçu comme un père reçoit un fils qui sort de prison. Voici donc le témoignage que le président du COJEP, Charles Blé Goudet, a fait donc à l'endroit de feu le président Henri Konan Bédié. Alors, juste quelques mots, messieurs. Réaction, Herman. Bon, je pense que c'est un témoignage qui est poignant parce qu'on a suivi tous ici la période de détention à La Haye de Charles Blé Goudet et du président Laurent Gbagbo. C'est à ces moments-là, lorsque la personne s'enquiert
c'est écrit même dans la Bible, hein. Lorsque vous visitez les prisonniers, c'est moi que vous visitiez. Je ne sais pas si je traduis fidèlement ce segment, ce passage biblique, mais le président Henri Konan Bédié, tout le monde le sait, tout le monde parle de sa disponibilité, sa spontanéité à aider, à soutenir. C'est quelqu'un qui a ces qualités-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins, le pleure en Côte d'Ivoire. Très bien. Barry, un mot? Je pense que c'est dans la même lignée que les prédécesseurs, hein. Voilà, Charles Blé Goudé raconte une anecdote que dont nous n'avions pas connaissance, en fait. Voilà, il met en avant le côté humaniste du président Bédié, en fait. Et je pense que depuis qu'il est décédé, il y a eu beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Lui, il vient rajouter son témoignage. Et j'ai envie de dire que c'est triste parce que généralement en Afrique, c'est lorsque les personnes décèdent qu'on les met en valeur. De leur vivant, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, donc il va falloir aussi qu'on apprenne à célébrer nos héros de leur vivant. Parce qu'il n'y a pas plus beau que ça, en fait. C'est vrai que quand la personne décède, on dit, on est tous enclins à lui faire des éloges, mais si la personne est vivante, je pense que elle appréciera mieux. Elle l'appréciera. Et je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait plus à honorer ces dignes fils de leur vivant pour que les Ivoiriens aient de la mémoire et une mémoire à partir des héros du pays. Marius Komoé. J'avoue que j'ai été très ému par ce témoignage du président Charles Blé Goudé, rappelant les rapports qui l'ont uni avec feu le président Henri Konan Bédié. Cela devrait donc interpeller l'ensemble des populations ivoiriennes. Que le jeu politique amène les uns et les autres à être des adversaires, mais ils ne sont jamais des ennemis. La différence est grande. La différence est largement grande. Il faut que les uns et les autres comprennent. C'est comme nous-mêmes qui sommes ici sur ce plateau et qui analysons l'actualité nationale et internationale. Mais nous ne sommes comme personne. Nous posons les problèmes, nous analysons l'actualité en fonction de nos sensibilités. Très bien. Et justement, la démocratie impose donc à un certain moment qu'il y ait de l'honnêteté morale entre nos hommes politiques. Et M. Charles Blé Goudé, en faisant ce grand témoignage, finit par nous convaincre de ce que la politique doit être l'art d'unir les Ivoiriens et non l'art de la division. Daouda, un mot? Rapidement, je pense que quand on regarde cet hommage de Charles Blé Goudé, j'avoue que ça attire mon attention parce que c'est très émouvant de Charles Blé Goudé. L'intervention fait plus d'une trentaine de minutes et il va plus loin que ça. Parce que n'oubliez pas que c'est sous Henri Konan Bédié que Charles Blé Goudé est allé en prison. Voilà. Il a rappelé pour dire qu'au-delà de leur adversité, aujourd'hui, il a raconté la dimension humaine de l'homme. Et pour chuter rapidement, comme on est pris par le temps, c'est pour attirer l'attention de mes concitoyens. Rappelez-vous, les joutes au niveau verbal des hommes politiques, l'adversité qu'ils peuvent avoir, ce n'est juste que de l'adversité. Si Henri Konan Bédié n'était pas... Et même ici sur ce plateau. Même sur ce plateau, vous voyez qu'au-delà de tout ce que nous voyons sur la place publique, en back-office, les gens s'appellent, les gens se parlent, les gens déjeunent ensemble. Et vous ne le savez pas. Donc, chers jeunes, ne mourrez pas pour un homme politique. Allez-y voter et contentez-vous simplement de voter et asseyez-vous à la maison. On n'y est pas encore en même temps. Oui, mais en fait, comme il y a toujours, en Côte d'Ivoire, à chaque élection, on assiste toujours à des blessés et à des morts. Il ne sert à rien, on a juste besoin de la voix dans le bulletin. C'est cela. On n'a pas besoin de ton corps sur le macadam. Sur le macadam. En réalité, donc, comme le disait Daouda et tous nos amis sur ce plateau, c'est vraiment d'aller à la paix en réalité. Les jouxtes politiques n'enlèvent en rien l'humanité des personnes qui s'appellent et qui se parlent. Exactement. Et le plus important, c'est un jeu politique. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là, on l'a trouvé. Il faudrait bien qu'on le laisse en bon état avant de pouvoir quitter cette terre, n'est-ce pas, messieurs? Alors, normalement, demain, à partir de 8 h, suivez donc notre plateforme live sur le live de Live TV. Vous aurez tout ce qu'il faut, toutes les infos en temps réel de ce qui se passe à Daoukro. Une équipe donc dirigée par Yassine Tounsou y est et se fera le plaisir de vous faire vivre cet événement en temps et en heure.
En tout cas, merci de nous suivre et merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous allons maintenant parler sport, messieurs. Est-ce que ça vous dit? Parlons sport. Et de quel sport il s'agit? Je vois Daouda qui sourit. On va parler football. Et parlons football, mais je vous en prie, laissez-moi faire mon introduction. Ce n'est pas très sérieux. Mais bon, on continuera. Herman, n'est-ce pas? On comprend le vert olive. Non, ça n'a rien à voir. Pas... On va parler de l'Africa Sport, qui en D2 draine quand même du monde, mais attention, face à certains challenges, à certains obstacles qui pourraient peut-être compromettre sa montée en D1. Que va-t-il se passer? Pour en parler, nous recevons M. Eric Babou, président de la Marée Vert et Rouge, comité de supporters de l'Africa Sport, ancien footballeur du stade d'Abidjan, ancien footballeur de l'Africa Sport, de Sporting de Toulon. Babou Eric, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est un plaisir. Montera-t-il pas, finalement, l'Africa Sport en D1? Ben, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour monter. Et nous sommes à un pas, pour ne pas dire à moins d'un pas de la montée. Alors, nous sommes confiants. Daouda, question? Non, s'il vous plaît, quand vous aurez la parole, vous allez parler de Babou Eric. Pour l'instant, c'est Daouda qui l'a. Non. Comme vous pouvez le comprendre, je suis tout de noir vêtu. Je pense que Babou Eric comprend pourquoi je suis en noir. Parce que... Daouda, la question. La question arrive. Les mimosas, c'est un peu ça. Quand ils voient... Herman, rassurez-vous. Tout va bien, tout va bien. Permettons à Daouda de poser sa question. Merci beaucoup, M. Babou. Je pense que vous avez dit que vous êtes à un pas. Mais ça fait beaucoup d'années que vous êtes à un pas de la montée. En quelle année vous allez monter finalement? Ben, je crois que j'ai plus ou moins répondu. Mais parce que nous sommes à un pas. Parce que M. Babou Eric, on vous suit un peu dans la presse. À chaque moment, votre bouc émissaire, c'est pratiquement l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les arbitres ivoiriens vous ont fait pour estimer que c'est eux qui vous empêchent de monter? Il va répondre, allez-y. Je peux y aller? Oui, allez-y. Oui. Non, je vous rassure, on n'a pas dit que ce sont les arbitres qui nous empêchent de monter. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit que les arbitres ivoiriens, et ce n'est pas nous seuls qui le disons. Je peux vous montrer, sinon en parler, même l'entraîneur Mimo en parlait longuement. Aujourd'hui, chaque week-end, pratiquement chaque week-end, hein, dans la division 1, la division 2, vous allez en 3, là, on n'en parle même pas parce que c'est sous les teignoirs. Mais tous les week-ends, il y a des problèmes d'arbitrage. Donc, on en parle, simplement. On n'invente rien. Mais en même temps, c'est la dernière question, pardon. D'accord, allons-y. Monsieur Babou, oui. Vous savez que vous avez joué en France. Oui. Dans les championnats européens, que ce soit anglais ou belge, là-bas, ils ont la VAR. Malgré tout, il y a des problèmes d'arbitrage. Malgré les oreillettes, la VAR qu'il y a, il y a des problèmes là-bas. Est-ce que vous pouvez au moins concevoir qu'ici, il peut y avoir des problèmes dans l'arbitrage? On n'a jamais dit qu'il ne doit pas avoir de problème d'arbitrage. Là, c'est vous qui vous trompez, là. On n'a pas dit qu'il ne doit pas avoir de problème d'arbitrage. D'accord. Ça a toujours existé, ça existera toujours et il y en aura encore plus. On dit simplement qu'il faut donner les moyens aux arbitres de faire en sorte d'avoir le moins d'erreurs possible. Vous avez parlé du VAR. Bon, en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas, mais on a donné des solutions pour dire, regardez, moi j'ai la chance de commenter les matchs de la Ligue 1 en direct. Souvent, quand on voit l'erreur de l'arbitre, nous, on a un écran devant nous. Tout de suite, on voit qu'il y a erreur. Il suffit que l'arbitre, le 4e arbitre, il ne sert à rien pratiquement. Tu n'as qu'à soulever juste les panneaux. S'il a un écran devant lui, il n'a qu'à communiquer à l'arbitre, il y a un souci. Vous voyez qu'on donne des solutions. Mais là encore, rien que pour ça, pour le faire, c'est toute une histoire. Alors que les erreurs se répètent chaque week-end. Et ça influence et ça biaise les résultats. Eh bien, à un moment, il faut réagir. Et c'est notre rôle de le dire pour que ces responsables-là réagissent. Voilà. Herman. Vraiment, l'Africa veut réagir. Aujourd'hui, on attend plein de choses. Ce qui est sûr, au niveau, sur le terrain, on voit que votre équipe assure et rassure les rouillés, les membres associés. Pour le moment, je suis en train de poser des questions. C'est votre équipe en fait. Vous aviez la parole, laissez Herman parler. Allez-y. Ce que je veux dire, qu'est-ce que l'Africa actuellement en train de préparer comme arsenal pour contrer plus ou moins ce vent qu'on observe et qui inquiète les membres associés? C'est vrai que la situation est difficile
Et les membres associés sont vraiment inquiets parce qu'il a dit, ça fait un moment effectivement que nous sommes en 3e division. Hein. Nous sommes victimes de notre deuxième division. Non, pardon. ils iront en 3e. Oui, parce que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans quand même. Hein, et c'est beaucoup pour un club mythique comme l'Africa Sport. Donc ça fait beaucoup. Et cette année, on a vraiment grand espoir de pouvoir monter. Évidemment, sur la route, ce n'est pas facile. On le constate tous, il y a beaucoup de problèmes. Et surtout avec ces problèmes de réclamation. Ça fait 4 fois que des équipes sortent du terrain. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Nous, de notre côté, on reste focus. On a un seul objectif, gagner notre dernier match. Et puis le reste, on les laisse se battre. Herman, rapidement, pour que Barry il y a une question, par exemple. On dit actuellement, il y a un joueur de l'Africa, l'Africa Sport, qui a joué et qui, normalement, ne devrait pas jouer ou bien qui n'a pas bien donné l'âge, son identité. Est-ce que l'Africa aujourd'hui a une réponse claire concernant cela, si c'est posé? Oui, je pense que le comité directeur, hein, je tiens à souligner que je ne représente pas le comité directeur, hein, je suis président de la Marée Vert et Rouge, mais je pense qu'ils ont pondu un communiqué, ils ont été assez clairs dessus, hein, pour dire que le joueur en lui-même a joué déjà avec cette identité ailleurs. Exactement. Donc, ce n'est pas l'Africa qui a créé ces papiers, ce n'est pas l'Africa d'assumer. Hein. C'est la FIF qui a validé depuis longtemps, donc l'Africa n'a fait que l'utiliser. Quand on soulève ces problèmes-là, vous pensez à une manipulation, selon vous, quand il y a ce petit challenge-là? Non, je veux dire qu'il y a 2 choses. C'est vrai que si vous êtes émotif, que vous mettez beaucoup d'émotions devant, et vous savez que c'est un milieu où il y a beaucoup d'émotions, voilà, immédiatement, vous allez vous dire qu'on veut vous mettre les bâtons dans les roues. Mais je veux dire que quand il y a problème aussi, c'est normal que les gens le soulignent, hein. Ça fait partie des règles. Si l'Africa a fauté, les gens vont profiter, ils vont sauter dessus. Voilà. Mais je pense que nos dirigeants sont assez responsables. Je pense qu'ils ont maîtrisé l'environnement. Moi, je ne suis pas inquiet. Nous, on est concentrés sur notre démarche. Daouda, vous n'avez pas la parole. Daouda, vous n'avez pas la parole. Je vous rappelle qu'ils sont premiers du championnat de 2 quand même. Allez-y, question, Barry. Babou, qu'est-ce qui, selon vous, a justifié le report de votre dernier match? Moi, à mon avis, je pense que c'est inutile. Je pense que c'est une erreur. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Qu'est-ce qui est une erreur? Oui, d'avoir reporté cette dernière journée. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils veulent se donner le temps d'évacuer un peu tout ce qui traîne comme affaire. Mais ce n'est pas de notre faute. Et nous, à l'Africa, nous sommes hyper motivés pour ce dernier match. La mobilisation a été faite. Tous les supporters de l'Africa ont réservé, quitte des résidences à Korogo, des convois. Et ce n'est même pas une semaine. Quelques jours, pour ne pas dire 4 jours, vous prenez une décision pareille. Et après, vous êtes surpris qu'on ait un sentiment de persécution, de maltraitance. Non, ça veut dire que vous créez vous-même les conditions, hein, pour créer des conflits. C'est inadmissible. Herman, permettons à Marius qui n'a pas encore réagi. C'est nos supporters de l'Africa. Hein. Suivant donc toute la haine que vous déployez, vous-même qui avez servi l'Africa Sport en tant que footballeur, ensuite l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au niveau de l'Africa Sport, quel est le rapport en tant que président de la Marée Vert et Rouge? Quel est votre rapport avec le comité de direction? En tout cas, je n'ai pas de problème avec le comité directeur. Mais je ne serai pas franc si je dis que nous sommes très proches. Ouais, j'avoue qu'ils ne me consultent pas pour prendre des décisions. De toute façon, je ne demande pas à ce qu'ils me consultent, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, je suis, avant d'être footballeur, ancien footballeur africain, je suis d'abord supporter de l'Africa Sport. Et après, Dieu merci, j'ai pu être footballeur. Mais quand tu finis ta carrière, tu deviens supporter. Absolument. Et donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai ce groupe de supporters que je dirige et nous venons soutenir notre club. Et donc, moi, je suis en plein les 2 pieds, la tête et tout, dans le club. Ah oui, et donc, je soutiens mes dirigeants, c'est eux qui sont les responsables du club et tout ce qu'on doit faire pour les aider. Et on l'a fait. On a fait des dons, on a fait tout ce qu'il faut. En tout cas, cette année, on fait tout pour pouvoir monter. On soutient notre président, Kuyo, il faut qu'on y arrive. Très bien. Alors, on a 2 minutes. Oui, Herman, mais qui a dit de prendre la... C'est un tout. Non, on a 2 minutes. Je viens, on a 2 minutes. Je vous en prie, la seconde de la seconde. Permets aux supporters de la SEC de parler au moins. Pour que Daouda puisse parler, s'il te plaît. La seconde de la seconde. Oui, ma question, c'est simple. On voit que l'Africa aujourd'hui traîne quand même du monde dans les stades, tout ça. Quel est le secret justement de ce regain de mobilisation, de cet engouement qu'on constate dans votre équipe? De toute façon, il y a 2 clubs en Côte d'Ivoire qui traînent du monde. Hein. Il y a d'abord l'Africa Sport, et puis après, derrière, un peu loin quand même, la SEC vient.
C'est clair. Wow. Mais, oui, c'est une évidence. C'est son point de vue. C'est une évidence. Aujourd'hui, nous sommes en D2 et grâce à nous, la D2 aujourd'hui est connue mondialement. On voit l'engouement qui est derrière. Mais ce n'est pas venu comme ça. C'est vrai que depuis un moment, on a de mauvais résultats. Donc ça fait que ça fait baisser l'engouement, la ferveur autour du club. Mais moi, quand je suis revenu de France, j'ai constaté qu'il y avait ce genre de soucis. Nous, on a connu des terrains de 40 000 spectateurs qui étaient pleins. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai constaté ça. Donc quand je suis revenu de France, je me suis dit, bon, je vais me mettre au service du club, on va recommencer à motiver tout le monde, à remobiliser la troupe. Et puis aujourd'hui, je suis fier parce que nous sommes arrivés. Aujourd'hui, vous voyez les membres de la Marée Vert et Rouge, il y a encore d'autres comités de l'Africa Sport. C'est un travail de longue haleine. Hein, et on a terminé donc notre entretien. Et nous sommes contents, on a réussi. Bravo. Barry, les supporters de la SEC ont été ostracisés sur ce plateau. On le confirme. On se retrouve juste après. Merci. Merci d'être avec nous. Le grand talk continue maintenant et nous a rejoint Serge Billet. Bonsoir. Merci d'être là. Nous sommes à J- pratiquement moins 7 de cet événement. Vendredi à 7 h. Et voilà, vendredi prochain à cette même heure, nous, on ne sera pas là-bas, mais samedi, on y sera. Alors, avant de parler donc de ce grand spectacle attendu par tous, je voudrais vous présenter quelque chose de magnifique. En tant qu'Africain, on applaudit la marque Made in Bénin qui se positionne. Alors, nous sommes dans l'univers du textile en Afrique qui est en pleine évolution. Les marques arrivent à avoir leur propre tissu sur le continent et à produire, surtout, très important, ici même, directement sur les terres africaines, sans passer par les grands producteurs extérieurs. C'est une petite révolution qui a entamé sous nos cieux. Reportage. Ce matin, Priscille a rendez-vous dans cette boutique, pas pour faire des achats. Elle est dans l'équipe de communication de Arise qui promeut une marque africaine de vêtements made in Bénin. La base du coton béninois, ça vient de la société Arise parce qu'eux, ils sont là pour promouvoir le coton béninois parce qu'ils sont pour l'industrialisation de l'Afrique. La plupart du temps, les clients ne portent pas les produits africains. Voilà. Arise a décidé de mettre des produits de qualité pour inciter les clients à consommer des produits locaux. Ces t-shirts et polos monochromes exposés ici sont fabriqués à plus de 800 km de chez nous, à Cotonou, dans la zone industrielle Glodjigbe. Ces vêtements sont faits à base de coton cultivé au Bénin. Filature, tissage, tricotage. Toutes les étapes de production de la chaîne se font sur place. Nous avons des unités intégrées du textile, donc on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements. Donc ces trois unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui fait à peu près 12,7% de la production actuelle de fibres du Bénin. Et chaque unité va employer à peu près 5 000 personnes. Des vêtements qui répondent aux normes internationales et qui rivaliseront avec des industries étrangères. Avec une production de coton estimée à 558 000 tonnes en 2020-2021, la Côte d'Ivoire est la prochaine destination de Arise. Bientôt, Arise s'installera en Côte d'Ivoire et quand ils vont s'installer, ils vont utiliser le coton ivoirien pour produire des vêtements made in Côte d'Ivoire. Du made in Côte d'Ivoire qui s'exportera et se retrouvera dans les garde-robes de tous les Africains. C'est aussi la volonté des Africains de voir leurs industries textiles se développer et produire sur le continent. Herman Aboua, réaction. Oui, moi je pense que on peut se poser la question, où est notre Gonfreville? Vous savez, pour les plus jeunes, Gonfreville, c'était, je peux dire, une grande usine où on fabriquait, puisqu'on a le coton, je crois qu'on est parmi les premiers au monde dans la production du coton. Pourquoi est-ce qu'on ferme des unités comme Gonfreville et autres? Le Made in Bénin, c'est bien, mais le Made in Côte d'Ivoire, en termes de tissu, on peut le réussir. Surtout qu'on a une grande multinationale au niveau du textile qui utilise notre coton et qui nous ramène des pagnes carrément africains qui sont très prisés par nos mères et autres et qui sont bien achetés en Afrique pendant que nous, on a tous là ici. Donc on parle de tout cela, la préférence nationale, la promotion des champions nationaux. Ça passe par le financement des industries, des entreprises locales. Aujourd'hui, c'est ça, l'accès aux capitaux pour pouvoir développer leurs activités. Les Ivoiriens n'en ont pas trop. Marius Komoré, réaction par rapport à cet élément, le Made in Bénin qui se développe? Salutaire pour un pays comme le Bénin qui s'engage justement à valoriser
les compétences locales. On le disait tantôt pour le secteur pétrolier et gazier. Nous étions contents que le gouvernement prenne des décisions pour valoriser donc l'expertise locale. Eh bien, il faut être totalement en adéquation avec nos frères du Bénin qui, naturellement, ont eu cette initiative de valoriser justement la culture du coton au niveau local par la production de vêtements qui va servir certainement à non seulement habiller le peuple béninois, mais également la sous-région. C'est cela la coopération sud-sud que nous attendons, la coopération au niveau donc, de l'Afrique ouest africaine, l'Afrique de l'UEMOA, de l'Afrique de la CEDEAO que nous attendons. Mais au-delà de cet aspect, et nous avons été très heureux de constater que la chute de l'élément nous informe que les promoteurs de cette initiative veulent bel et bien s'installer en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous les attendons en Côte d'Ivoire pour certainement nous aider à développer notre industrie et à permettre justement au secteur local, à l'industrie locale de se développer et de mettre sur le marché des tenues comme le... Merci beaucoup, Marius. Et bien d'autres. Merci, merci Christelle. Serge Billet, merci encore d'être là. Petite réaction sur cet élément. Oh, je crois qu'ils ont quasiment tout dit. Moi, je me souviens d'une phrase du président de la République. J'ai l'habitude de citer Houphouët-Boigny, mais pas Alassane Ouattara. Quand on a gagné la CAN, emmené par les joueurs de Emerson Faé, il a dit il faut que nous apprenions à nous faire confiance. Et je pense que le vrai problème, c'est ça. C'est que les Ivoiriens apprennent à se faire confiance. Donc, il faut passer maintenant de la parole au geste. Très bien. Il faut passer de la parole au geste. Et justement, vous êtes là pour ça. Parce que vous avez passé, donc vous êtes passé de la parole au geste. On a un élément, la présentation de ce spectacle-là, de cette comédie musicale à la presse. Et la vidéo a fait déjà 100 000 vues. Vous dites que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que jusqu'à présent, on faisait des vidéos pour pouvoir donc montrer les répétitions. Et cette vidéo a été postée dès hier. Et en moins de 24 heures, elle a fait déjà 100 000 vues. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt pour ce spectacle. Alors, on va se faire le plaisir également de regarder la vidéo. Si la régie est prête, on y va maintenant. Je peux aujourd'hui vous parler de la démocratie. La démocratie, c'est la liberté pour tous. Vive la démocratie. Le respect de l'homme, la terre à ceux qui la travaillent. Vive la démocratie. Vive ou Encore lui ce gredin qui vient foutre le bordel. Il se prend ce crétin pour un intellectuel. Oh my goodness. Ça donne des... J'ai eu la chair de poule. Vous n'étiez pas le seul à avoir la chair de poule. Ça nous ramène à quelque chose de très fort. Moi, personnellement, il y a une chanson qui revenait lorsqu'on était petit. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. Ça m'a directement mais projeté dans cette époque-là. C'est aussi ça l'objectif, de nous rappeler cet attachement à notre culture, mais surtout à Houphouët, à l'homme Houphouët. C'est nous rappeler d'où l'on vient, parce que souvent, surtout pour la jeune génération, on vit dans l'immédiat, on a l'impression qu'avant nous, il n'y avait personne. On a l'impression qu'on a tout inventé. Or, avant nous, il y a des gens qui se sont battus, avec leurs ombres et leurs lumières, mais ils se sont battus. Donc c'est bien aussi, par honnêteté, de redire cela. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est bien sûr pour les anciens comme vous et moi, ceux qui se souviennent du concours 6e Sillon avec la chanson Soyez bénis, c'était mon père qui avait organisé ce concours avec Georges Benson. Eh bien, ceux qui se souviennent de ça vont aussi replonger dans une certaine époque qui est importante pour eux. Et puis pour la jeune génération, c'est important de découvrir ça aussi, de savoir qu'à cette époque-là, des gens se sont battus, ont lutté. On n'est pas là par hasard. On est là parce qu'on est le fruit de cette lutte-là. Moi, j'ai une question. Il y a une séquence dans la vie d'Houphouët où il se raconte que Madame Thérèse Houphouët était tellement fâchée qu'elle aurait quitté, même partie, resté un peu un séjour en Italie. Est-ce que cette séquence de la vie du couple présidentiel est narrée dans cette comédie? Je pense que vous n'avez pas oublié que je vous ai dit ici, il y a quelques jours, que c'était un triptyque. Oui. Il y a un livre,
il y a un documentaire et il y a une comédie musicale. Et ce n'est pas la même approche selon justement ça. Et donc cet épisode-là, vous le trouverez dans le film. Donc c'est vrai en fait. Parce vous le trouverez dans le film. Ok, très bien. Voilà, donc le film n'est pas encore sorti, juste pour nous appeler à regarder. Ah non, pas du tout. Non, non, et puisqu'il pose la question, j'essaie le plus franchement du monde de répondre, c'est dans le film. Et c'est très bien que ça existe en fait, hein, parce qu'on a toujours cru que c'était inventé. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a dit dans ce pays. Et il faut aussi tordre le cou ou bien conforter ce qui a été dit. Hein, on a raconté que Oufou avait pris la femme de son fils. Tout ça, c'est dans le film. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles se sont passées ou telles qu'elles ne se sont pas passées. Et à la matière, Oufou avait pris... Mais est-ce que vous avez la parole, Barry? C'est plutôt Barry. Il faut d'abord le film. Barry a la parole. Allez-y. Je veux dire, sur le long terme, quels sont les objectifs que vous visez à travers les 3 types de production que vous avez, la comédie musicale? C'est déjà que nous ne devons pas, et je répondais la semaine dernière à Daouda donc à ce sujet, nous ne devons pas démissionner en tant qu'intellectuels. Oui. Il disait, oui, avec le succès de tout ce qui est aujourd'hui futilité, on ne doit pas démissionner. Donc d'abord, notre travail à nous, c'est de rappeler l'héritage que nous avons eu. On a eu la chance d'être élevés à cette époque-là, avec des écoles qui fonctionnaient très bien, avec un savoir qui était très profond. Et donc, il faut aussi que nous contribuions, chacun à notre façon, à pouvoir aider à consolider les acquis, les savoirs donc, de ces générations-là. Donc, ces 3 volets permettent justement d'apporter à chaque personne, selon qu'il est sensible à la musique, ou au documentaire, ou au livre, donc des éléments d'information d'une époque révolue, mais qu'il nous appartient de pouvoir ressusciter. Marius Komoué. En tout cas, bravo. Nous tombons d'admiration parce que j'ai écouté tout à l'heure une chanson qui disait à l'époque, on louait au fouet, temps pour aller en classe, on se mettait en rang, ça louait au fouet. Par la suite, c'était le ministre Bala Keïta qu'il fallait chanter avant d'aller en classe. Bon, c'était justement Bala Keïta, il y a une allusion à Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et donc, franchement, pour la jeune moi, je ne peux que demander aux Ivoiriens de venir massivement pour venir suivre ce film. Marie, j'aurais aimé que vous puissiez un peu rappeler qui était Bala Keïta pour ceux qui ne Oui, Bala Keïta fut l'un des ministres de l'Éducation nationale qui a marqué véritablement l'enseignement en Côte d'Ivoire. Et ma première éducation politique en Côte d'Ivoire, mon premier échange frontal, mon père avait l'habitude de recevoir des ministres de tous les bords donc à la maison. Et donc un jour, en 1986, il reçoit donc Bala Keïta à dîner. Et naturellement, moi, je me plains en tant que jeune étudiant. Quand on est étudiant, on est toujours un peu fougueux et réfractaire. Et je lui dis, mais justement, il y a une absence de démocratie en Côte d'Ivoire. Je lui dis donc à Bala Keïta, les yeux dans les yeux. Et puis il me regarde et il me dit, mon petit, avec Houphouët-Boigny, c'est comme dans un théâtre. Quand il ouvre le rideau, tout le monde applaudit. Et quand il est ferme, tout le monde se tait. Daouda. Moi, je vais revenir sur la comédie musicale parce qu'elle m'intéresse au plus haut point. J'ai écouté le bout de la vidéo, j'ai vu que le chant était tellement bien, on était tous tétanisés avec la chair des poules. Ce que je veux savoir, est-ce que tous les acteurs sont des chanteurs ou bien si ils ne sont pas tous chanteurs, ils ont eu combien de temps pour apprendre à chanter? Ils sont tous chanteurs. Le principe d'une comédie musicale, c'est d'embaucher des chanteurs. Donc, ils vont chanter en live, voilà. Donc, aussi bien Priska qui est chanteuse, et tout le monde la connaît comme rappeuse, Onel Bala n'en parlons pas, tous les autres sont des chanteurs. Donc, ils vont chanter, ils vont dialoguer entre eux en live. Ah waouh, ça sera une très belle... Parce que c'est un peu comme un mélange de concert, de théâtre, de danse. Voilà. C'est la totale. Et sans parler des lumières, de la scène. C'est-à-dire que tout a été conçu, il y a une écriture lumière spécialement pour ce spectacle. Wow. Un décor spécialement pour ce spectacle. Donc tout a été fait spécialement pour ce spectacle. C'est pour ça que ça coûte cher, parce que tout doit être minutieusement travaillé. Et donc une sono spécialement pour ce spectacle avec des micros. Donc tout ça, c'est... Non, soyez rassurés, quand on connaît votre sérieux et votre engagement justement à atteindre vos objectifs, on ne douterait jamais. On a la chance, moi j'ai la chance d'avoir fait déjà... J'ai la chance d'avoir déjà fait 2 comédies musicales dont... J'en ai profité. J'ai la chance d'avoir fait déjà 2 comédies musicales dont une au Casino de Paris. Le Casino de Paris, c'est quelque chose de gigantesque. Et vous ne pouvez pas décevoir le public parisien. Donc moi aussi j'ai appris au fur et à mesure auprès des gens, même si c'est moi qui avais écrit donc, les textes, les musiques, j'ai appris auprès des techniciens, j'ai vu comment ils travaillaient. Et c'est cette expertise-là que je ramène ici. Et on dit souvent, les gens, les Ivoiriens de la diaspora, donc à quoi ils servent? Mais ils servent aussi à ça, de ramener quelquefois aussi certains savoirs qui peuvent irriguer donc les gens d'ici et qui, à leur tour, vont l'apprendre à d'autres générations. Et c'est comme ça qu'on se développe aussi, y compris dans ce domaine-là. Herman? Serge Billet, à côté de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis Serge Billet parce que c'est confraternel, mais vous êtes un aîné dans non, mais ça ne me pose pas de problème. Dans le journalisme. Aujourd'hui, on voit que vous occupez sainement, autrement, votre retraite.
Pendant que vous avez encore, quand on vous entend parler, vous avez encore beaucoup à donner dans ce métier-là, et même pour encadrer les plus jeunes comme nous. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me rendre utile partout où je vais. J'ai été utile pendant 30 ans à la Martinique, où j'ai travaillé. Bon, ils m'ont regretté, mais il fallait qu'à un moment donné aussi, je fasse le saut pour me rapprocher de mes parents. Donc, j'essaie d'être utile ici. C'est pas toujours une question d'argent pour être utile. C'est une volonté, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter. J'essaye d'apporter, donc, avec une expertise. On m'a proposé de faire de la télévision. Ça ne m'intéresse plus de faire de la télévision. J'en ai suffisamment fait. Et puis, les polémiques avec les hommes politiques, ça ne m'intéresse plus. Mais apporter une utilité dans la culture, ça j'essaie de le faire et j'espère pouvoir le faire. Vous pourriez par exemple enseigner à l'ISTC? J'ai déjà enseigné à l'ISTC. Ah, d'accord. Très bien. C'est une autre heure du manche. Oui, on s'est compris. Serge Billet, lorsqu'on écoute un peu le texte, tout à l'heure, le texte de Onel Mala et le propos du peuple, je suppose que c'est le peuple représenté. Oui, tout à fait. On parle de démocratie. Est-ce que vous aurez des politiques qui assisteront à ce spectacle? Est-ce qu'ils ont été invités? Ah oui, bien sûr, ils sont invités. Les partis politiques. Le président de la République, la Première Dame, les partis d'opposition. Non, mais ça, bon, je pense que les réponses... Le point d'Hermann, est-ce que certains partis politiques ont répondu? Je pense qu'ils vont répondre. Moi, je ne m'occupe pas de cette partie-là, mais tout le monde était... Vous savez, ma position, c'est d'être à équidistance de tous les partis politiques. Vous faites bien. De ne pas... Voilà. Et donc, tout le monde a été invité. Maintenant, ceux qui viendront, viendront. Ceux qui ne pourront pas, on pourra le comprendre aussi. Mais l'essentiel pour nous, c'est que tout le monde puisse communier autour de ça. Je me souviens que lorsqu'on a commencé à travailler sur cette comédie musicale, notre rêve, c'était de mettre à côté, l'un à côté de l'autre, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Malheureusement, donc, Henri Konan Bédié n'est plus là, mais on espère que les deux autres seront là. Alors, l'histoire, le fil conducteur, c'est vraiment ça qui nous ramène à la Côte d'Ivoire qu'on a connue. Cette Côte d'Ivoire de paix, cette Côte d'Ivoire où... il faisait bon vivre. Il faisait bon vivre. Enfin bon, il faisait bon vivre, oui, c'est vrai. Il faisait bon vivre, en effet. Parlant d'aujourd'hui, il y a des choses à ramener du passé pour fortifier la nation ivoirienne. Pour compléter, est-ce que finalement, parce que c'était l'époque quand même du parti unique, est-ce que finalement le multipartisme a implémenté en Côte d'Ivoire n'a pas des limites par rapport à ce qu'on vivait dans la période... Moi, personnellement, je suis pour le multipartisme. Personnellement, je suis pour la démocratie qui consiste à ce que tous les partis, et je vais même plus loin, peut-être que ça va dépasser le propos d'aujourd'hui, je suis même pour l'alternance politique. Parce que l'alternance, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Mais elle est décidée par le peuple. Bien sûr, on s'est compris, naturellement, on ne se retire pas de soi-même. Mais c'est-à-dire qu'il y a une alternance qui fonctionne. Et je vous assure, être au pouvoir et puis un jour laisser sa place et puis revenir au pouvoir, c'est tellement agréable dans les pays développés que ça ne pose même plus de problème. Et donc je suis pour ça. Donc oui, il y a des choses à ramener. Le multipartisme n'est pas mauvais en soi. Le parti unique, non merci. Mais le multipartisme n'est pas mauvais en soi. Il faut juste savoir comment est-ce qu'on gère tout cela. Je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à faire en Côte d'Ivoire et aussi à puiser à la source de ce qui était avant, le dialogue. Le dialogue prôné par Houphouët-Boigny. On peut avoir tout critiqué chez lui, mais au moins il avait le sens du dialogue. Mais est-ce que... Barry? Je disais que généralement dans les pays africains, on a un problème de mémoire. C'est très difficile. Est-ce que selon vous, votre production artistique là ne contribue pas à vraiment créer une mémoire au niveau des Ivoiriens? C'est vrai, c'est important la mémoire, c'est important aussi la vérité. Tout à l'heure, il posait une question par rapport, vous deux, par rapport aux éléments qu'il y avait notamment dans le film. On a toujours peur de dire les choses. Ah oui. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Nous, les journalistes, notre seul rôle, c'est de s'attacher aux faits. C'est pas de faire plaisir à un tel pour que ceci... Non, rappeler les faits. Il ne sert à rien de masquer les faits. Donc effectivement, dans le film, on parlera de ces questions-là. Mais d'une façon générale, oui, c'est vrai, la mémoire est quelque chose qui pose problème. En fait, tout ce qui pose problème en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est la conservation du passé. Et la conservation même aussi des édifices qu'on construit. On construit de beaux édifices, on n'est pas capable de les entretenir. C'est le terme entretenir qui nous pose problème. Donc il faut entretenir aussi la mémoire. Et cette mémoire-là, elle vous est présentée les 7 et 8 juin 2024 au Palais de la Culture. C'est à partir de 19h. Daouda, question. Il parlait tout à l'heure de démocratie, du parti unique. Oui. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'il ne serait pas bien que les États africains, on ait une démocratie à l'africaine? C'est-à-dire? Ah oui, mais totalement. Pourquoi je dis? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la démocratie qui nous est donnée de voir, c'est un pâle copier-coller de la démocratie à l'européenne, à l'africaine. Je suis totalement d'accord avec Daouda. Qui ne prend pas en compte le contexte sociologique de nos États. Je suis totalement d'accord avec Daouda et c'est à nous, peut-être en assemblée plénière, générale, avec des populations, de pouvoir donc trouver les lignes pour pouvoir dire on veut ça, on veut ça, on veut ça. On ne l'a jamais fait d'ailleurs, mais disons, je suis totalement d'accord avec lui.
Très bien. La démocratie à l'africaine aurait quel format, Daouda? Juste un point. Aujourd'hui, quand on regarde chez nous, le droit d'aînesse, ça existe. Parce qu'on a l'impression que, même dans la royauté ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de démocratie. Très bien. Mais il y a une forme de démocratie. Mais il faut quand même des limites au droit d'aînesse, par exemple. Oui, parce que souvent, les aînés croient qu'ils ont la vérité. Non seulement qu'ils ont la vérité, mais qu'ils ont le droit d'asservir les plus jeunes. Donc il faut aussi des garde-fous. Et ces garde-fous-là, forcément, on les aura dans ce spectacle Oufouet, une comédie musicale de Serge Bilé, 7 et 8 juin 2024. Et on ne va pas rater ça. Donc dans les FNAC, dans Sococé, il faut y aller. Donc on remplit déjà donc, pour la première date, mais il reste encore de la place. Très bien. Alors, qui a produit... Non, nous, on a déjà nos tickets. Non, je ne parlais pas des tickets. Moi, j'ai mes tickets. Qui a produit les costumes? C'est fait ici. Les costumes les couleurs, que personne n'a encore vus, parce qu'on les verra donc dès le premier soir, le 7. Les costumes ont été faits par la chanteuse qui incarne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, parce qu'elle est costumière aussi. Et donc comme ça, elle ressent les choses de l'intérieur, elle a vu les uns et les autres évoluer pendant les répétitions, et elle construit les costumes en fonction de ça, pour être des costumes d'époque, mais qui s'adaptent à la personnalité de chaque personnage qui sera dans le spectacle. Une grande rencontre artistique. C'est quand même extraordinaire. Mais est-ce qu'il y a des artistes locaux qui vous accompagnent? Mais il n'y a que des artistes locaux. Non, je parle d'artistes, je ne parle pas de ceux qui sont sur la scène. Mais je vais parler par exemple des, comment on appelle ça, les chorégraphes qui... Si, c'est un chorégraphe ivoirien, Serge Dodo, qui s'occupe de ça. C'est un metteur en scène ivoirien qui s'appelle Souleymane Sow, qui s'occupe aussi de tout ça. Nous avons... La question m'avait été posée, je crois, quand j'étais venu il y a peut-être presque un an. Est-ce que ce sont des gens importés des Antilles ou d'ailleurs que je ramène? Non, c'est une expertise locale. On a tout fait ici. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, vous êtes capables de le faire, parce que moi, je les vois évoluer. Ils ne sont pas moins bons que les gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai guidé au Casino de Paris, des Français. Donc, nous avons les mêmes talents. Il faut juste donner les moyens et puis mettre en place les structures pour que ça fonctionne. Et je vous assure, quand je les regarde, si demain ils jouent au Casino de Paris, ils seront applaudis autant que ceux que j'avais embauchés pour pouvoir jouer Mandela. Donc, nous avons l'expertise. Je reviens toujours à cette phrase de Lacan, faisons-nous confiance. Très bien. C'est ça le vrai problème, faisons-nous confiance. Alors, je lis un commentaire de Jean Manouati qui dit « Grâce à Serge Bilé, c'est grâce à Serge Bilé que j'ai appris que Nelson Mandela voulait épouser... On revient encore là-dessus. voulait épouser Thérèse Houphouët-Boigny et que, voilà, bon, voilà... Et que Bédié était le frère, il faut avoir le courage de le dire. Daouda, qu'est-ce que vous avez tout doucement? Donc, en fait, vous êtes quelqu'un en fait, qui réveille... Vous réveillez en fait nos mémoires. Et vous mettez en lumière ce que nous ne savons pas ou ce qui nous paraissait peut-être éphémère ou douteux. Mais en réalité, vous nous dites, attention, ce sont les faits, aussi froids qu'ils puissent être, ce sont les faits. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Malheureusement, nous les journalistes, en tout cas c'est la fameuse phrase, la fameuse formule qui est connue, notre rôle c'est de mettre la plume dans la plaie. Très bien. Alors, pour ceux les Ivoiriens ou les amis de la Côte d'Ivoire vivant ici, qui ne sont pas très habitués aux comédies musicales, comment est-ce que vous les attirez à ce spectacle? En leur montrant un extrait comme celui-là. Et là, ils voient que ce sont des dialogues qui sont chantés, ce n'est pas du cinéma. Des dialogues profonds. J'espère. En tout cas, je suis très touché par les artistes qui m'ont même dit à un moment donné qu'ils avaient tellement peur des dialogues que c'était pas facile de les porter, mais ils avaient l'impression que déjà avec les dialogues, même sans les chanter, il y avait quelque chose de grand. Et donc ça, c'est très important, parce que si vous faites une comédie musicale avec des dialogues qui sont mièvres, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, ça ne veut rien dire, vous voyez. Donc il faut quelque chose qui porte à la fois une histoire, une tendresse, un drame, tout est dedans. Tout est dedans dans cette comédie musicale de Serge Bilé, Oufouët, une comédie musicale, les 7 et 8 juin 2024 au Palais de la Culture. Ne ratez surtout pas cet événement important, hautement important pour l'histoire et la mémoire, bien sûr, de notre histoire ivoirienne, on va dire de la culture ivoirienne. Serge Bilé, merci infiniment. C'est ce que je peux dire pour montrer ma gratitude. Parce que les générations venant, cette mémoire-là restera. Ils sauront qui est Oufouët et quel héritage en tirer. C'est important. Donc, merci et infiniment. après le spectacle, on pourra parler du documentaire. Et là, on ira beaucoup plus avant. Merci d'être venu. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Herman, Barry, Marius, Daouda, bon week-end. Bon week-end chez vous. Merci aux équipes éditoriales. Du lundi au vendredi, elles travaillent d'arrache-pied. Maïmike, Rassis et toutes les équipes techniques. Merci, merci infiniment. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.